Salut à tous et à toutes, ici Jester et on continue la chronique sur les Chevaliers Noirs. La dernière fois, j'avais abordé les Chevaliers Noirs dans leur globalité et j'avais un peu expliqué qui était le chevalier du Phénix Noir. Cette fois-ci, on va s'attarder sur les 4 chevaliers noirs principaux, c'est-à-dire le Pégase noir, le Cygne noir, le Dragon noir et l'Andromède noir. Déjà, il faut savoir une chose, ce qu'ils représentent outre le fait qu'ils sont des versions maléfiques des chevaliers d'Athéna. Ces 4 chevaliers, eh bien, sont une référence aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Vous savez maintenant à quel point Kurumada aime mettre de la mythologie et de la culture un peu partout dans ses œuvres. Et du coup, ce n'est pas si étonnant. Mais en quoi représentent-ils les cavaliers de l'Apocalypse? Sans avoir la même symbolique que ces 4 cavaliers, les chevaliers représentent bel et bien les attributs des cavaliers, c'est-à-dire la mort, la peste, la famine et la guerre. La peste, c'est facile, c'est le Pégase noir car ces météores ont en effet de dégâts progressifs sur le corps comme une maladie. Pour l'Andromède, c'est aussi assez clair, ces chaînes ont un seul but, c'est de dévorer tout ce qu'elles touchent, sous la forme d'un serpent, donc la famine. Pour le Cygne, on peut constater que c'est celui qui apparaît en premier pour affronter Andromède et du coup lance le conflit juste avant de retrouver les 4 autres alignés en une posture utilisée pour représenter les cavaliers de l'Apocalypse. C'est d'ailleurs le seul prêt à faire des sacrifices pour gagner le conflit. En gros, il sait qu'on ne peut pas gagner une guerre sans sacrifice. Pour le dragon, eh bien c'est plus évident dans le manga que dans l'anime. Même s'il laisse mourir l'Andromède noir sans s'y opposer, dans le manga, le dragon noir a un jumeau. Quand ce dernier meurt, cela ne lui fait ni chaud ni froid, tout simplement car il est attribué à la mort. C'est subtil, mais cohérent. Après, un autre fait qui explique cette thèse, c'est leur apparition lors du conflit. Ils suivent un ordre des actions opérées par les cavaliers de l'Apocalypse. Peste, guerre, famine, et puis mort. D'abord le Pégase noir contre Seiya, puis le Cygne noir contre Yoga, ensuite l'Andromède noir contre Shun, et enfin le Dragon noir contre Shiryu. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer qu'aucun des chevaliers noirs n'a de nom explicitement dit. Ceci dans le but de garder la symbolique, ils ne représentent pas des personnages, mais plus des entités, des concepts, un peu à l'image des cavaliers. Maintenant que tout ceci est dit, nous allons un peu parler de chaque chevalier noir malgré le peu de choses qu'il y a à dire dessus. Tout d'abord, le Pégase noir. Pas grand chose à dire sur lui à part que le Pégase noir représente aussi un Nightmare, qui est une créature d'Heroic Fantasy qui représente un cheval noir. Elle est une autre chose, et cette chose sera un peu plus expliquée lors de la chronique sur Seiya. Le Pégase de la mythologie grecque était noir. En effet, il n'a jamais été blanc, le Pégase blanc du film Hercule est dû au fait que le blanc représente la bonté et la pureté. Ensuite, son attaque est nommée la mort noire, ou The Black Death. En anglais, eh bien c'est une référence à la peste noire qui est nommée Black Death. Suivant, le Cygne noir. Comme pour le Pégase, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est le premier à apparaître pour combattre Shun. Le vrai intérêt du Cygne noir est son côté stratège, capable d'enregistrer des choses et de les transmettre par psychokinésie à Iki, le seul qui fut prêt à se sacrifier pour la cause d'Iki. Mais on sait aussi que dans le célèbre ballet russe, le lac des cygnes, le prince Siegfried rencontre une jeune femme vêtue de plumes de cygne blanche, la princesse Odette, qui est peut-être traduit par Yoga, qui obtient son armure. Victime d'un sort lancé par un sorcier, elle est condamnée à être un cygne le jour et elle ne peut redevenir une femme que la nuit. Siegfried en tombe amoureux et décide de l'aider. Il apprend que le seul moyen de la libérer du sortilège est de l'épouser. Le lendemain, lors d'un bal, au cours duquel Siegfried doit selon la volonté de sa mère choisir une épouse, Rodbar apparaît. Il est accompagné de sa fille Odile, vêtue de noir, qui est le sosie d'Odette. Abusé par la ressemblance, Siegfried danse avec elle et lui déclare son amour et annonce à la cour qu'il compte l'épouser. Lorsqu'on sait la nationalité de Yoga, eh bien ce choix est probablement une référence à ce ballet. Andromède noir maintenant. Malgré mes recherches, je n'avoue, je n'ai rien trouvé dessus, mis à part une simple version maléfique de Shun. De plus, il n'a pas été très exploité, car arrivé quelques minutes au combat, avant Shiryu. Désolé pour les fans de l'Andromède noir, mais j'ai rien trouvé. Enfin, le dragon noir. Là, on attaque un gros morceau, car c'est un peu celui qui a été le plus exploité, surtout dans le manga, où ils sont deux. Des jumeaux dont un est aveugle, qui s'appelle Fukuryu. Même si le jumeau est aveugle, ne sert surtout qu'à guider son frère dans l'obscurité pour piéger Shiryu, il semble d'abord être à l'instar de l'Andromède noir comme une antithèse de Shiryu. Un combattant sans noblesse ni fierté qui n'hésite pas à faire des combats à 1 contre 2 dans le noir. Pourtant, une fois son frère mort, le dragon noir prouve qu'il n'avait pas vraiment besoin de l'aide de son aîné pour pouvoir dominer Shiryu, tout en montrant sa cruauté dans le fait que la mort de son frère ne l'affectait même pas. Mais ce guerrier qui ne croit en rien inaugure la série d'adversaires qui se répandent au moment de leur mort, en souhaitant un jour connaître l'amitié, sauvant alors le chevalier du dragon, comme Shura le fera plusieurs saisons plus tard. Ce personnage est assez intéressant car il nous montre bien que les chevaliers noirs ne sont pas foncièrement mauvais, mais surtout juste mal dirigés, un peu comme les racailles de cité. Ils sont plus avides de pouvoir que de volonté de faire purement le mal.
Il faut surtout savoir que dans le manga, leur histoire ne s'arrête pas là, ils serviront de sacrifice aux chevaliers d'argent pensant avoir réussi à tuer les chevaliers de bronze. Beaucoup disent qu'ils ne sont pas assez exploités, totalement sous-exploités, et je ne peux pas dire le contraire, mais je ne peux pas dire qu'il aurait pu l'être plus. Malgré tout, ils servent l'histoire, et c'est grâce à eux que débute le combat contre le sanctuaire de façon implicite. Ils servent donc d'amorce à l'histoire, ce qui n'est au final pas plus mal. Mais comme beaucoup de personnages, ils ne sont pas vraiment développés, et je pense pas qu'on puisse vraiment dire qu'ils servent à rien non plus. Mais il est clair qu'ils ne pouvaient pas rester plus longtemps dans la série, car trop faibles, et ils diffusaient un message beaucoup trop contraire au principe de la série. Sont-ils intéressants? Eh bien, par le peu d'informations qu'on a sur eux, ils sont intéressants, mais juste en groupe. Individuellement, ils ne sont pas très intéressants. Ce qui est intéressant par contre, c'est ce qu'ils représentent. Il ne faut pas oublier qu'ils sont les premiers vrais adversaires des Chevaliers de Bronze, et qu'ils permettent de poser les bases de l'évolution de nos héros. Voilà, c'est tout pour cette fois, j'espère que ça vous aura plu, je ne vais plus donner de date pour les prochaines sorties de mes chroniques à présent, ça sort quand ça sort, je n'ai malheureusement pas la chance d'arriver à être à l'aise avec les sorties régulières, j'espère que vous comprendrez. Et pour la prochaine, eh bien on va faire simple, je vous demande de choisir entre Seiya, Shiryu, Shan ou Yoga. Un choix simple et assez restreint, mais je préfère faire comme cela. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, et surtout portez-vous bien. Allez, ciao les gars!